Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce bilan de NXT TakeOver Phoenix, premier TakeOver de cette année, on le rappelle, comme on l'avait dit dans la vidéo pronostic. Et est-ce que c'était quand même pas vachement cool? Si, quand même, c'était bien cool. L'ensemble de la carte, l'ensemble des matchs, tout l'ensemble que ça crée, c'était bien. Je le dis direct, c'est limite à chaud, hein. J'ai regardé le show en direct. Donc on va faire de notre mieux. Même si ça n'aura pas été le meilleur takeover que j'aurais regardé, je pense que c'est celui où j'ai vu le public le plus impliqué. C'est Au niveau de la carte en général, pour y revenir, c'était une carte qui est comparée à NXT TakeOver Wargames juste avant, qui était assez équilibrée. Dans le sens où NXT TakeOver Wargames 2, t'avais que des matchs de main event. Ici, on avait match d'ouverture, qui était un gros match. Match de transition, ensuite match encore pour un titre, match de transition, et ensuite après le match pour le titre majeur. Et c'était une carte assez équilibrée qui était assez bien parce que ça permettait de suivre l'action sans avoir trop de surdose. Donc j'ai trouvé ça très cool. Et, euh, et au vu de la qualité, encore une fois, je pense qu'on peut le dire là, le Royal Rumble va devoir faire très fort. Parce que Enfin, va devoir faire très fort. Je doute pas que le Royal Rumble fera fort, mais est-ce qu'il fera plus fort que le NXT TakeOver Phoenix? Ça, c'est une question à laquelle il faudra que la WWE réponde ce dimanche à partir de minuit 1h du matin, je crois. En minuit c'est le kick-off, si ma mémoire est bonne. Du coup, est-ce qu'on va pas commencer par le premier match dans ma liste? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que ma liste va changer. C'est plus selon mon ordre de hype, c'est selon des notes que je vais afficher sur l'écran. Normalement, vous devriez les voir à droite, à gauche. Je ferai voir ce que je les affiche. Et donc, du coup, ce premier match dans mes notes, c'est lequel? C'est Shayna Baszler contre Bianca Belair. Alors, je dirais pas que ça a été un mauvais point de la soirée. Mais déjà, ça a été un des matchs de transition. Comme j'ai dit, il y avait eu deux matchs de transition. Et Bianca Belair contre Shayna Baszler, ça a été l'avant-dernier match de la carte. C'était la transition entre le match nord-américain, le match pour le titre nord-américain et le match pour le titre de NXT. Donc du coup, ce match, bah, comme j'ai dit, j'avais pas trop d'attentes et justement, il m'a pas trop servi. C'est-à-dire que Bianca Belair ne me surprend toujours pas une ring, même s'il y a eu un spot très cool où elle a fouetté Shayna Baszler avec ses cheveux. C'était assez surprenant. J'avoue que c'est le seul moment qui m'a surpris. Mais sinon, par ça, Shayna Baszler a carré le match, quoi. Elle est tellement dans son personnage, c'est juste énorme. Et le moment où elle lui a fait overrated, parce qu'en fait, la catchphrase de Bianca Belair jusqu'à maintenant, c'était qu'elle était undefeated, donc du coup, elle disait tout le temps undefeated. Et donc, du coup, Shayna Baszler, elle lui a répondu en disant overrated. Et Shayna Baszler, comme je l'ai dit, a carré le match, elle a été énorme dans son personnage. C'est juste insane à quel point elle est sadique, quoi. Elle torture vraiment ses adversaires. Moi, à chaque fois, j'ai super peur pour ses adversaires. Je me dis, c'est une professionnelle, mais j'arrive quand même à avoir peur parce que je me dis, mais bordel, mais elle va leur péter un truc. Elle va leur péter un truc, elle va les massacrer. C'est quelque chose d'énorme, quoi. Seul point noir du match, ils ont fait ce que je ne voulais pas qu'ils fassent, c'est-à-dire qu'ils ont fait intervenir Jessamyn Duke et Marina Shafir. Or, au vu du déroulement du match, qui, contrairement à Kairi Sane et contre Shayna Baszler à Evolution, s'était déroulé sur un pied d'égalité, ou encore à NXT TakeOver Wargames 2, qui lui aussi s'était déroulé sur un pied d'égalité, là, on a laissé sous-entendre que Shayna Baszler ne pouvait pas battre Bianca Belair sans l'aide de ses camarades. Et c'est pas bon. Parce que derrière, la morale de ce match, du booking de ce match, c'était que Bianca Belair était inexpérimentée. Et donc du coup, justement, Shayna Baszler ne devrait pas avoir besoin de l'aide des deux autres Women of MMA. Justement, le match aurait dû être une victoire écrasante de Shayna Baszler, juste pour montrer que Bianca Belair n'est pas encore prête. Elle doit encore s'entraîner. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'était le seul point noir de ce match, parce qu'au final, le déroulement a été plutôt bon. Et puis au final, même si les Women of MMA sont intervenus, d'ailleurs Bianca Belair les a explosés, ça n'a pas diminué. Je saurais pas dire si ça a diminué Shayna Baszler ou non. Parce que vu comment Bianca Belair a été mise over, je trouve qu'en plus, autant sur moi ça n'a pas marché,
Autant apparemment sur le public ça a très largement marché puisqu'il a soutenu tout le long du match. Je pense que ça n'aura pas diminué Shayna Baszler. Ça aura plus fait monter peut-être le momentum de Bianca Belair. Le fait qu'elle soit si déterminée, le fait qu'elle arrive 2 fois à sortir. 2 fois ou 3 fois. Je crois qu'elle est sortie 2 fois du coquina clutch de Shayna Baszler. Donc ça aura quand même été un match très convaincant. C'est un match de NXT. C'est le minimum qu'on pouvait espérer avoir et j'en suis très content. Et donc du coup, on va passer au second match de transition. Le match de transition entre le match pour le titre par équipe et le titre nord-américain. Matt Riddle contre Kassius Ohno. Qui là par contre aurait été ma petite déception de la soirée. C'est-à-dire qu'il aurait pu avoir une note plus élevée si Kassius Ohno avait gagné. Alors, pourquoi je dis que je suis déçu que Kassius Ohno ait gagné alors que dans mes pronostics j'avais mis Matt Riddle? Bah déjà faut savoir que dans mes pronostics j'avais dit que mon cœur était avec Ohno. Et surtout parce qu'au niveau des performances d'Ohno, même si Riddle a été bon, hein, notamment le moment où il se mettait vraiment enragé, où on sentait qu'il était déterminé, hein, et il a eu un très bon acting, Riddle, j'ai trouvé Ohno largement plus convaincant. Mais pas seulement dans son personnage, aussi in ring. Genre, le spot où il refont ce qu'il avait fait dans un précédent show NXT, c'est-à-dire que Kassius Ohno, enfin plutôt, il y a un petit mouvement de... Enfin un mouvement... C'est un truc qui est propre entre guillemets à Matt Riddle, l'original bro. C'est que il fait des bro fists. C'est tout con, il fait des bro fists. Normal, c'est un bro. Et donc du coup, dans un précédent show NXT où il s'est affronté, parce que d'ailleurs ça c'est un truc que j'avais pas dit dans ma vidéo pronostic, c'était qu'il s'était affronté 2 fois, une fois à Wargames 2, Takeover Wargames 2 où Kassius Ohno s'est fait squash, et au précédent et à ce show NXT où là par contre Kassius Ohno a encore perdu. Mais où il a attaqué Riddle derrière. Mais justement, Kassius Ohno voulait faire semblant de faire un brofist à Riddle. Puis après, il l'a attrapé et il l'avait cogné plusieurs fois contre le poteau et les escaliers à côté du ring. Et là, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a réussi la même technique, sauf que là, Matt Riddle s'est mis dans une colère noire et il l'a massacré. Et même si la fin du match, je l'ai trouvé un peu trop bâclé, pas bâclé, rapide. Je trouvais un peu trop rapide. C'est en gros... Riddle l'a mis dans sa position de soumission, mais derrière ce qu'il a fait c'est qu'il a enchaîné les coups de coude. Et donc du coup Kassius Ohno a tapé 3 fois. Ça m'a rendu un peu triste, notamment de voir Kassius Ohno à la fin. Ça montre à quel point il est à fond dans son personnage. Kassius Ohno, c'est un heal, mais en fait c'est quelqu'un de désespéré. Donc c'est un truc qui est très bien foutu avec son personnage. Kassius Ohno a réussi à faire un heal turn que personne ne voulait voir. Il turn extrêmement convaincant. C'est là, maintenant, c'est un bon heal. Et puis, c'est un type de heal qu'on voit pas spécialement souvent à la WWE. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a un heal du même type que Kassius Ohno, qui joue un personnage heal du même type que Kassius Ohno. Donc, c'est intéressant pour la suite. Et j'ai hâte de voir comment ça se passera. 3e match dans mes notes. Et là, par contre, ça me surprend. Parce que ce match-là a été lui aussi une forme de déception. Et ça me surprend parce que j'aurais aimé qu'il soit meilleur. C'est Aleister Black contre Tommaso Ciampa pour le titre de la NXT. Je sais pas si c'est moi qui ai été sévère avec ce match ou s'il a vraiment été décevant. C'est en gros, le match s'est déroulé comme je le pensais. C'est-à-dire que Aleister Black a été imperturbable et Tommaso Ciampa a fait le manipulateur, il a été sadique, il a été fourbe. Le truc c'est qu'ils ont mis en place ils ont mis en place le déroulement du match, c'est-à-dire que Tommaso Ciampa blessait la jambe de Black, c'est-à-dire la jambe avec laquelle il fait sa Black Mass, son mot finisher. Et autant je pense que pour certains ça a pu être convaincant, mais pour moi ça a peut-être diminué Aleister Black. Et pourtant derrière il a pris cher Aleister Black, il a réussi à quand même caler une Black Mass à Tommaso Ciampa entre temps. Il s'est pris 4 ou 5 Fairy Tales Ending, ce qui est beaucoup. Et au moment où il a écalé sa deuxième Black Mass, juste avant qu'il se prenne le Fairy Tail Ending, qu'elle allait l'avoir, comme sa jambe était blessée, entre guillemets, du coup, il n'a pas pu la caler. Donc du coup, victoire de Ciampa, hein, victoire du Puppet Master. Mais je sais pas, surtout qu'en plus ça brise l'undefeated streak de Black. Je pense que j'aurais préféré voir Gargano intervenir. Si c'était pour briser la streak de Gargano, de Black, il aurait fallu faire intervenir Johnny Gargano. Parce que là, c'est...
Déjà, j'ai du mal à voir où est-ce qu'ils vont aller avec DIY derrière. Mais en plus, déjà apparemment, il y a eu un spot derrière qui a été posté peu après sur YouTube et qui était souligné au WWE Network. C'est que Velveteen Dream est arrivé devant Tommaso Ciampa et Johnny Gargano, mais Johnny Gargano on en parlera à la fin. Il est arrivé devant Tommaso Ciampa et Johnny Gargano, t'as Adam Cole qui est arrivé derrière, puis ensuite Ricochet et Aleister Black sont allés aux côtés de Velveteen Dream, et du coup les six gars se sont battus. Donc est-ce que la rivalité va continuer? Ok, mais dans quel intérêt? J'ai du mal à me dire. Je ne saurais pas dans quel intérêt il ferait continuer la rivalité. C'est assez spécial actuellement ce qui se passe avec le booking du main event NXT, mais c'est très intéressant, et j'ai hâte de voir la suite. Donc pour ce match, ça aura été une victoire de Tommaso Ciampa. Quatrième match, le match d'ouverture, titre par équipe de la NXT, les War Raiders contre la Undisputed Era, qui au début était accompagné de Bobby Fish. Donc j'ai eu très peur, je me suis dit Bobby Fish va intervenir, mais non, il ne l'a pas fait. Donc ça c'est très bien. Je vais chipoter sur les détails, parce que j'aime bien faire ça. À la limite, j'aurais préféré que ce match soit un Tornado Tag Team match. Parce que là, c'est limite si... Parce qu'en fait, c'est limite si le match s'est déroulé comme ça, s'est déroulé comme tel. Donc je me dis, pourquoi pas avoir mis la stipulation dès le début, histoire qu'on ait vraiment de l'action en boucle, quoi. C'est monsieur pour ça. Qu'est-ce que je peux dire de ce match? Bah là encore, ça s'est déroulé comme je m'y attendais. C'est-à-dire que Roderick Strong a prouvé qu'il faisait un job énorme avec les heavyweights. Kyle O'Reilly, bah comme d'hab, il a géré comme un monstre. Les War Raiders ont été exceptionnels. Il y a eu plein de spots, genre le petit combat qu'ils ont eu au début, juste avant le début du match. Tous les tags, parce que ça c'est un truc que j'aime bien, qui est bien avant avec la Undisputed Era, c'est qu'ils font énormément de tags, il y a énormément de travail d'équipe, beaucoup plus que dans les autres équipes. Et ça, comme l'avait dit Adam Cole dans leur promo pour NXT TakeOver Wargames 2, c'est parce que c'est des frères. Donc cette fraternité, elle se ressent quand ils font un travail d'équipe comme ça. Ils s'entraînent constamment et ça c'est vraiment cool avec les Undisputed Era. Mais s'il y avait un élément que je devais retenir de ce match, encore une fois, Roderick Strong a été bon. Kyle O'Reilly a été bon. Raw a été très cool, il a fait un très bon job de heavyweight, il a été monstrueux. Notamment le moment où il a passé un coup de Roderick Strong, même un autre, je crois qu'il y a plusieurs fois où il a passé des coups, où il montrait vraiment l'image de Viking imperturbable. Le moment où je retiendrai de ce match, c'est la fin de match justement, avec Hanson, qui a littéralement eu POTG en fait. Genre, tu fais apparaître l'icône Overwatch, tu mets la musique d'Overwatch, Play of the Game Hanson. C'est littéralement ça. Et comme j'avais dit, bah Hanson, la patate Viking volante quoi. C'est juste beaucoup trop bien. L'entrée des War Raiders était très cool d'ailleurs. L'entrée Viking, j'avais énormément aimé. Et donc du coup, ça aurait été une victoire des War Raiders. Ça aurait été un match plein de rebondissements. Et le public aura vraiment été à fond. Ça c'est un truc que je vais encore souligner. Que je veux souligner si je l'ai pas fait plus tôt dans la vidéo. C'est que le public a été à fond. Déjà tous les matchs on a eu des champs NXT. Mais ça c'est normal, il fallait s'y attendre. Les trois gros matchs de championnat, titre par équipe, titre de NXT, titre nord-américain, on a eu des chants This is awesome. Et pour le titre par équipe de NXT et pour le titre nord-américain, on a même eu des chants Fight Forever. Et ça quand même, ça c'est à fond. Le fait de regarder en live, parce que l'avantage que je joue avec les takeovers, c'est que je peux les regarder en live parce que contrairement au gros PV de la WWE, parce que moi derrière j'ai des études derrière. Donc c'est un peu chaud de regarder en live les gros PPV de la WWE. Mais à part ça, le public a été à fond et ça m'a vraiment pris, ça m'a vraiment pris dans le truc quoi. C'est très content de ce match, par équipe. C'est encore une fois, même si la Undisputed Era m'a pas saoulé mais m'a un peu énervé avec leur règne trop long. Ils prouvent quand même que c'est une tag team en or. Mais surtout, moi, ce que j'attends, c'est voir un petit peu quelle gueule aura le règne des War Raiders. Dernier match de ce takeover. Et là, si c'est pas un 5 étoiles, je vais voir Dave Messler et je l'égorge en fait. Parce que Ricochet contre Johnny Gargano, ça a été énorme quoi. Genre surtout que les deux ont montré une facette 2
que je trouve on voit pas spécialement souvent, en tout cas moins chez Ricochet que chez Gargano, c'est-à-dire que Gargano a vraiment montré un côté technicien qui met déjà en avant avec sa prise de soumission, je dis pas l'inverse, notamment avec sa prise de soumission, mais là il y a vraiment un côté technicien, notamment à un moment où il avait vraiment une espèce, comme disaient les commentateurs, une espèce de précision chirurgicale quand il essayait d'immobiliser Ricochet, et derrière Ricochet il a pu faire un truc très cool, qu'on ne voit pas souvent faire, c'est des prises, genre des prises où il soulève ses adversaires, et ça c'est un truc qu'on ne voyait pas souvent faire, et ça a été très cool, mais sinon le point fort du match ça aurait été le côté High Flyer, tout le côté acrobatique du truc. Ça a été monstrueux. Genre ce match c'était le nouveau Andrade Cien Almas Gargano. Sauf que là à la place de Cien Almas c'était Ricochet. Que dire, ils ont volé partout les mecs. Et en plus il y a eu deux spots très cool. C'est-à-dire qu'il y a eu trois spots très cool. C'est à un moment, ils étaient sur la 13ème corde. Gargano a voulu faire une prise en jetant Ricochet. Au final, Ricochet est retombé sur ses pieds. Il l'a regardé droit dans les yeux. Ça, c'était un moment de lassitude extrême. Deuxième spot, qui était vachement cool, c'est Ricochet qui arrive à faire tomber Gargano. Et là, en fait, il lui tend la main et lui dit... et en fait, il veut lui tendre la main et lui dit quel Johnny est-ce que je vais avoir ce soir? Je vais avoir qui comme Johnny? Est-ce que je vais avoir... Oui, parce que c'est vrai, ça, quel Johnny on aurait pu avoir? Ça se trouve, on aurait pu avoir le Johnny qui redevient gentil. Mais non, à la place, on a eu le Johnny qui est devenu encore plus méchant. Et justement, ça nous amène au troisième spot, qui en gros en regroupe deux. C'est-à-dire qu'à un moment, ce que fait Johnny Gargano, c'est qu'il chope un des tapis à l'extérieur du ring, et genre il le décolle. Du coup, ce qui laisse le sol visible, ce qui laisse le sol sans tapis. Et là, il s'apprête à faire un DDT. Il s'apprête à soulever Ricochet, pardon, pas lui faire un DDT, il s'apprête à le soulever pour le faire tomber sur le sol. Mais au final, il le fait pas. Il dit j'ai pas à le faire. Au final, Ricochet le Gounder et après il lui fait une prise, mais Ricochet s'en sort. Pas Gargano s'en sort, pardon. Et là, ce que Gargano fait, c'est qu'il le fait vraiment. Il le fait une prise, il le fait directement toucher le sol. Et après, il le remet sur le ring. Et on voit qu'il s'apprête à faire sa prise, son slingshot DDT, si ma mémoire est bonne, c'est comme ça que ça s'appelle. Et là, en fait, avant de le faire, on l'entend dire « J'ai gagné. J'ai gagné. » À quel moment t'atteins un tel niveau de storyline, en fait? De storytelling, pardon. C'est juste énormissime. D'ailleurs, un élément du match qui moi, m'aura fait énormément kiffer, c'est que Ricochet est arrivé en Spider-Man et Johnny Gargano est arrivé en Ghost Rider. Enfin, des costumes qui faisaient référence, en tout cas. Je sais pas à quel moment ce match pouvait être plus épique en fait. Ce match a littéralement eu tout ce que je voulais. C'est moi, le cas du divertissement, bah moi j'ai été plus que diverti, j'ai été comblé. C'est terminé. Ouh. Ça a été énormément d'énergie ce takeover. Hein. Même là j'ai du mal à m'en remettre. C'est terrible. C'est donc la fin de ce bilan de NXT TakeOver Phoenix. Encore une fois, un takeover très bon dans l'ensemble. Tous les matchs n'auront pas été les meilleurs du monde. En termes de qualité, TakeOver War Games 2 aura été meilleur, mais en termes d'émotion, je pense très clairement que ce NXT TakeOver nous aura bien plus pris par les tripes que TakeOver War Games 2. Surtout les matchs de fin. C'est-à-dire que je l'avais cité plus tôt. Tommaso Ciampa à la fin du main event et dans l'entrée, il est dans l'entrée de l'arène, il est devant l'entrée de l'arène et il soulève son titre, il est prêt à célébrer son titre, et là t'as Gargano qui vient à côté de lui qui soulève à ses côtés le titre. Et ça c'est juste énorme, et derrière après Adam Cole qui arrive, bon je vous l'ai dit, Velvet Team, Ricochet, Aleister Black. Le main event va prendre une direction assez spéciale. DIY va apparemment avoir une sorte de relation avec Kevin Owens, Chris Jericho, qu'avec Kevin Owens et Chris Jericho, c'est-à-dire que quand Kevin Owens était champion universel, t'avais son ami Chris Jericho avec qui il avait formé une alliance, qui était champion des États-Unis. Et du coup, ce qu'ils faisaient les deux, c'est qu'ils s'entraidaient pour pas perdre leur titre. Et je pense qu'ils vont faire la même pour DIY. Il va vraiment y avoir. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller. DIY, je pense que très clairement, la note finale de cette histoire, ça va être Gargano qui va se retourner contre Ciampa pour avoir le titre de la NXT. Surtout qu'apparemment Matt Riddle ne serait pas encore dans les plans pour le titre
pour aucun titre pour l'instant. Peut-être qu'il aura encore une rivalité avec un autre heel. Faudra voir avec qui. Peut-être que sa rivalité avec Odo va continuer. Mais là, justement, comme je dis, il y a un avant et il y a un après takeover. Et du coup, ce qui se passe, c'est que chaque takeover, c'est une sorte de redéfinition de tout ce qui se passe en main event et en mid-card. C'est vraiment à chaque fois, ils redéfinissent leur plan à chaque takeover. Et ça, c'est quelque chose d'insane. De ce fait, je vais tout simplement vous laisser. Je vais vous dire à la prochaine, certainement pour ma carte pronostic, mon pronostic de carte, pas mon pronostic de match, mais mon pronostic de carte, c'est-à-dire la carte que j'espérais voir pour WrestleMania. WrestleMania 34, qui se passera, je ne sais pas où est-ce qu'il se passera. Je sais que le NXT Takeover la semaine de WrestleMania se passe à New York, mais je ne sais pas où est-ce que WrestleMania 34 se passera. Il faudra que je regarde. Et du coup, je vous ferai les pronostics de la carte que j'aimerais voir. Et sachant que à ce moment-là, au moment où je tournerai les pronostics de la carte, le Royal Rumble sera passé. Et donc du coup, je vais vous souhaiter un bon Royal Rumble, puisque certainement après cette vidéo, ou plutôt, enfin, non, je peux pas vous souhaiter un bon Royal Rumble, parce que je suis même pas sûr que cette vidéo sortira avant le Royal Rumble, je ne pense pas. Je pense pas que j'aurai le temps de la sortir avant le Royal Rumble. Mais je vais tout simplement vous dire que le catch c'est quelque chose de magnifique, que cette année commence sur le chapeau de roue, et que même si le main roster va forcément avoir des hauts et des bas, parce qu'il n'y a pas le choix, parce que malheureusement le main roster est tellement riche et tellement bourré de talent et tellement rempli, même trop rempli que bah forcément va y avoir des cassages de gueule à un moment ou à un autre. Cette année commence sur le chapeau de roue en termes de PPV, et j'espère que ça va aller de mieux en mieux, et que cette année 2019 à WWE va être plus qu'exceptionnelle. Ciao.